Bonjour, je vais vous parler d'algorithmes d'approximation dans la suite du cours de Bernard. Bernard Chazelle vous a parlé déjà pas mal de problèmes NP difficiles. Et il vous a pas mal parlé de difficultés des problèmes NP difficiles. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de solutions pour résoudre ces problèmes NP difficiles malgré leurs difficultés, dans les cas où nous avons des questions d'optimisation. Donc vous avez un problème où vous essayez de trouver non pas une réponse oui ou non, comme ce dont il a parlé tout à l'heure, mais une réponse du genre un nombre. Quel est le meilleur prix que je puisse avoir pour ma maison? Donc c'est un nombre, c'est difficile de trouver la valeur optimale, c'est même NP difficile, et donc dans ces cas-là, au lieu de trouver la valeur optimale, l'une des approches possibles, c'est de chercher à avoir une valeur qui soit proche de l'optimum. Et donc essayer d'avoir des solutions approximatives, depuis une vingtaine d'années, on a développé des techniques algorithmiques pour avoir des bonnes solutions avec des bonnes garanties. Et c'est de cela que je souhaiterais vous parler aujourd'hui. Donc je vais vous introduire à ces techniques par quelques exemples. Le premier exemple, c'est le problème du sac à dos. Vous avez un sac à dos, capacité 15 kg maximum, disons. Et puis vous êtes colporteur, vous avez un certain nombre d'objets que vous souhaiteriez emporter. Chaque objet a un certain poids et une certaine valeur. Par exemple, l'objet bleu a poids 1 kg et valeur 2,14 €. Il s'agit de décider quoi mettre dans votre sac à dos pour devenir riche tout en respectant la contrainte sur le poids. Ce problème est un problème NP difficile. Il n'y a pas moyen de résoudre ce problème de manière optimale en temps raisonnable, si P est différent de NP. Et donc, quand on essaie de regarder toutes les possibilités, il y a trop de possibilités. Donc, il est impossible d'avoir la solution en temps raisonnable. Et du coup, on va arrondir. On va arrondir quoi? On va arrondir, par exemple, les valeurs des objets. Donc, au lieu de 2,14 €, on arrondit à 2 €, 4,52 €, on arrondit à 5 €, etc. Bien. Donc, l'algorithme d'approximation pour le sac à dos commence par arrondir toutes les valeurs des objets à un nombre entier d'euros. Ensuite, ça simplifie le problème parce qu'il n'y a que quelques prix différents possibles. Ça diminue par un facteur 100 le nombre de prix possibles des objets, puisqu'on n'a plus les centimes. Et donc, maintenant qu'on n'a plus qu'un petit nombre de prix distincts pour les objets, on a une solution efficace. Il y a suffisamment peu de prix pour qu'on puisse trouver la meilleure façon de remplir le sac à dos. Alors évidemment, la solution qu'on va trouver ne sera pas optimale, puisqu'on va considérer que 2,14 €, c'est 2 €. Mais en fait, avec ça, il est possible d'avoir une solution quasi optimale, aussi proche de l'optimum qu'on le souhaite, quitte à ajuster le degré de l'approximation. Voilà, donc l'arrondi vous donne une solution quasi optimale en temps raisonnable, quelle que soit l'entrée. Alors, ça c'est très intuitif, c'est très naturel, c'est une idée que tout le monde utilise en fait. Mais quelquefois, il y a des petites subtilités. Par exemple, prenons le problème du déménageur, problème de placement d'objets dans des cartons. Vous avez des objets de tailles diverses, donc ici on va supposer que chaque objet est caractérisé juste par un nombre, sa taille. Et vous voulez les placer dans le moins de boîtes possible. Donc voici
un placement des objets dans les boîtes. Ici, donc chaque verticale, ici c'est une boîte. En haut, chaque verticale c'est un objet. La hauteur de la verticale, c'est la taille de l'objet. Donc par exemple, la première boîte contient un objet violet, un objet jaune et un objet bleu. Donc le nombre de cartons, c'est 44. 44 cartons pour ces 80 et quelques objets. Peut-on mieux faire? Peut-on arriver à les mettre dans moins de cartons? Ce problème est NP difficile. Donc, on essaie d'arrondir. Comme dans le cas du sac à dos, même chose, on arrondit les valeurs des objets, donc on agrandit un tout petit peu. Puis, une fois qu'on n'a pas trop d'objets distincts, qu'on a seulement un petit nombre de tailles différentes, à ce moment-là, on peut trouver une solution raisonnable pour trouver le meilleur nombre de cartons possible. Malheureusement, donc par exemple, si les boîtes ont taille 1, on arrondit les tailles des objets au 1% supérieur. Donc un objet de taille 0,87, 0,875 devient 0,88. Alors cette approche d'arrondi, ici, va vous poser des gros problèmes. Prenez ces objets. Vous avez 10 objets qui ont taille 2 tiers et 10 objets qui ont taille 1 tiers. Quelle est la meilleure solution possible? La meilleure façon de faire, c'est de prendre un objet de taille 2 tiers, un objet de taille 1 tiers, ça remplit une boîte. Un autre objet de taille 2 tiers et 1 tiers, ça remplit une autre boîte, etc. Il est possible de prendre ces objets et de remplir 10 boîtes. Avec 10 boîtes, on peut tout faire tenir. Maintenant, imaginez que vous arrondissez les valeurs des objets au 1% supérieur. Donc cet objet a maintenant taille 0,67. Et celui-là, 0,34. Ça ne tient plus. Ça ne tient plus dans les boîtes. La somme dépasse 1. Et du coup, 10 boîtes ne suffisent plus. Maintenant, il en faut 15. Une boîte pour chaque gros objet et une boîte pour chaque paire de petits objets. 15 boîtes sont nécessaires au lieu de 10. D'un seul coup, on a arrondi un tout petit chouïa et d'un seul coup, le nombre de boîtes nécessaires a augmenté de 50%. Donc, l'arrondi ne marche pas pour le problème des déménageurs, semble-t-il. Alors là, il faut faire un tout petit peu plus malin, à savoir, il faut essayer de trouver un autre type d'arrondi. Et l'autre type d'arrondi, il faut qu'il dépende des données d'entrée. Il ne suffit pas de dire on va arrondir au 1% supérieur. On est obligé de regarder tous les objets qu'on a et de se servir des valeurs données pour ces objets pour décider comment arrondir. Plus précisément, ici j'ai 15 objets. Je les mets dans l'ordre de taille décroissante. Comment est-ce que je vais décider de les ranger dans les cartons? Je vais simplifier les choses, arrondir toutes ces tailles. 15 tailles différentes, 15 c'est 1 milliard, donc c'est trop. Donc je les prends 3 par 3, n sur 100 par n sur 100. Et pour chaque groupe de 3, je les arrondis de façon qu'il y ait une seule taille au lieu de 3. Donc les 3 plus gros objets, je les remplace par la taille maximum des 3. Les 3 suivants, donc ils avaient taille peut-être 0,9, 0,87 et 0,86, je vais considérer qu'ils ont tous taille 0,9, et ainsi de suite. Donc ça me fait un arrondi régulier, et après avoir arrondi ces 100 groupes d'objets, je n'ai plus que 100 tailles d'objets distinctes. Il n'y a plus que 100 tailles distinctes. Et du coup, une fois qu'on a ça, on peut trouver la meilleure solution de façon efficace. Alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ce que ça change quand on fait ça, c'est qu'au lieu que le nombre de boîtes, quand on fait l'arrondi, augmente de 50%, ça augmente seulement de, ici, n sur 100, disons. Juste un tout petit nombre de boîtes supplémentaires suffisent. Et du coup, avec cet arrondi intelligent, on arrive à avoir une solution quasiment optimale.
Alors cette approche peut se généraliser à de nombreux problèmes, des problèmes d'ordonnancement de tâches. On veut décider quelles tâches donner à quelle machine pour les exécuter à quel moment. Et ça peut se généraliser à des problèmes d'optimisation en plus de dimensions. Par exemple, placer des rectangles dans une boîte verticale de hauteur minimale. La boîte, en fait, la verticale peut représenter le temps, et cette fois-ci, chaque objet a 2 paramètres au lieu d'un seul. Donc, quelle est la morale de cette histoire? C'est que la première technique pour résoudre un problème efficacement, c'est d'essayer de simplifier les données d'entrée du problème. Les données d'entrée, c'était les valeurs des objets pour le sac à dos, les tailles des objets à mettre dans les cartons. Donc ces données d'entrée, a priori, elles sont compliquées. On réduit la complexité de l'entrée en faisant un arrondi prudent, c'est-à-dire qui ne diminue, qui ne modifie pas beaucoup la valeur de la solution optimale. Voilà. Donc ça, c'est la première façon de faire de l'approximation. C'est depuis toujours, je dirais. Donc pour l'instant, c'est très intuitif. Mais je vais aller progressivement du plus intuitif vers le moins intuitif dans ces techniques. Donc je voudrais vous présenter une technique plus géométrique maintenant. Pour un problème célèbre en informatique et en optimisation, le problème du voyageur de commerce. Qu'est-ce que c'est que le problème du voyageur de commerce? Voici une carte. Voilà des villes. Dans chaque ville, il y a des clients. Le voyageur de commerce doit aller visiter toutes ces villes pour aller démarcher les clients. Il veut dépenser le moins possible en essence, autrement dit, il veut faire le tour de toutes ces villes avec un coût total en essence le plus faible possible, c'est-à-dire une longueur totale du tour la plus faible possible. Le tour le plus court qui visite toutes ces villes, c'est le problème du voyageur de commerce. C'est l'un des problèmes les plus classiques de l'optimisation. Et ce problème, malheureusement, il est NP difficile. Regardez la solution ici quand vous avez vraiment beaucoup de villes. Cette solution, j'espère qu'elle est optimale. Mais c'est un peu difficile à voir. Les villes sont tellement petites. Alors, si on ne peut pas trouver la solution vraiment optimale en temps raisonnable, que va-t-on faire? Nous allons approximer. Comment allons-nous approximer? Si on essaie de faire comme avant, l'arrondi, ça voudrait dire comment arrondir des points dans le plan, les faire bouger un petit peu pour rassembler des points qui sont proches les uns des autres. Ça ne va pas très loin et ça ne suffit pas à résoudre le problème. Ça ne suffit pas à régler les difficultés. Alors, que va-t-on faire à la place? Eh bien, il y a une idée qui a été développée dans les années 70. Ça a été d'essayer de regarder un cas particulier du problème, le cas où les points sont tirés au hasard dans le plan. Donc, on prend les villes et on suppose qu'elles sont tirées d'une distribution uniforme, par exemple dans le carré unité. S'il existe une solution efficace pour ce problème, alors on devrait pouvoir résoudre le problème, en particulier lorsqu'on a des points aléatoires. Donc, quelle structure y a-t-il dans ce cas-là? Comment résoudre le problème de voyageur de commerce quand les points sont en position aléatoire? Donc maintenant, on change de modèle. Au lieu de chercher à résoudre le problème dans le pire cas, quelles que soient les villes données en entrée, on essaie de résoudre le problème en moyenne lorsque les villes viennent d'une distribution uniforme.
voici la solution. Là, j'ai mon carré unité. Je l'ai subdivisé en deux, puis chaque partie en deux, en deux, en deux, etc. Et puis, chacun des petits carrés, ici, n'a qu'un petit nombre de villes dedans, peut-être une dizaine. Bon, quand il y a 10 villes, on sait faire. On sait trouver le meilleur tour du voyageur de commerce quand on n'a qu'une dizaine de villes à gérer. Dans chacun des petits carrés, on résout le problème du voyageur de commerce. Donc on trouve des petits tours, là, dans chaque carré. Et puis ensuite, que faire? Une fois qu'on a terminé pour chaque groupe, donc on a construit un tour optimum pour chaque groupe, eh bien, on va rassembler ces tours, rajouter des choses pour en faire un seul tour qui visite toutes les villes. Donc voilà comment j'ai fait. J'ai dit ces deux zones-là, ces deux tours, je vais les rassembler en un seul en rajoutant un petit raccourci ici, en prenant la ville en haut à gauche, qui est la plus proche de la ville dans le groupe du dessous. Donc ces deux villes sont proches l'une de l'autre, je rajoute un petit passage, un petit pont qui permet d'aller de l'un à l'autre. Et puis je recommence pour chaque groupe de deux villes. Après, je fais ça horizontalement pour rassembler ces paquets en des paquets plus gros. Et puis à la fin, une fois que j'ai un tour pour toute la partie de gauche et toute la partie de droite, il ne me reste plus qu'à rajouter ce petit passage au milieu pour avoir un tour qui marche pour tout. Pourquoi cette méthode est-elle correcte? Eh bien, voici pourquoi. Regardez la dernière étape. Imaginez que juste avant, vous avez un tour à gauche, un tour à droite. Quand vous avez rajouté un lien de la gauche à la droite, ça vous permet de trouver un tour qui fait le tour à gauche, puis qui traverse, puis qui fait le tour à droite, puis qui retraverse pour revenir au point de départ. Et donc, la longueur totale du tour que vous avez construit, c'est la longueur du tour à gauche plus la longueur du tour à droite plus 2 fois la longueur de la petite connexion entre les deux côtés. Cette petite connexion, elle est courte, très courte. Et même lorsque vos points sont répartis uniformément dans le carré unité, elle est négligeable. Donc ça rajoute quasiment rien à la longueur, et donc ça vous permet d'obtenir non pas vraiment la solution optimale, mais une solution quasiment optimale. Donc solution optimale remplacée par une solution quasi optimale. Donc ça permet de résoudre le problème dans le cas où les points sont répartis uniformément dans le carré unité. Donc il était impossible d'avoir, dans le pire cas, la solution optimale en temps raisonnable. Avec cet algorithme, on peut avoir en moyenne une solution, donc non pas au pire cas mais en moyenne, une solution non pas optimale mais quasi optimale en temps raisonnable. Peut-on mieux faire? Peut-on mieux faire, c'est-à-dire peut-on se débarrasser de l'une de ces deux restrictions? On est passé de pire cas au cas moyen, de optimal à quasi optimal. Eh bien, en fait, l'une de ces deux modifications, on peut s'en débarrasser. Il est possible d'avoir une solution qui est quasi optimale dans le pire cas, quelles que soient les villes qui sont données en entrée. Même si les villes sont mal placées, même si c'est difficile de connecter la gauche et la droite, la moitié de gauche à la moitié de droite, c'est quand même possible de s'inspirer de cet algorithme pour avoir une solution quasi optimale.
Alors on pourrait commencer par essayer le même algorithme, mais en enlevant l'hypothèse que les villes sont uniformes. Donc imaginez que ceci soit vos villes. Les villes sont les petits points noirs ici, dans le carré unité. Donc clairement, c'est sur deux lignes horizontales, proches l'une de l'autre. Clairement, ce n'est pas du tout une répartition uniforme. Vous faites la même subdivision en petits carrés que ce que Karp faisait. Et puis vous faites la même construction. Dans chaque petit carré, vous construisez la solution optimale. Donc, c'est-à-dire là, nous avons 3 points. On fait un petit tour en ligne, etc. Puis après, on les relie tous petit à petit. Donc ça, c'est la solution obtenue par l'algorithme de Karp que je viens de vous présenter. Quelle est la valeur de cette solution? Grosso modo, c'est la largeur du carré fois 4. La hauteur est négligeable. La hauteur, c'est epsilon. Quelle est la solution optimale? La solution optimale, c'est de faire ça, de visiter tous les points du bas, puis remonter, puis tous les points du haut. La valeur, c'est la largeur du carré fois 2. On est à un facteur 2 de différence. On n'est pas du tout quasi optimal. On a une erreur de 100%. Mais si on considère l'exécution de cet algorithme, ça s'est vraiment mal passé. On n'a vraiment pas eu de chance. Pourquoi? Parce que nos lignes bleues horizontales, elles sont tombées pile au mauvais endroit. Pile au milieu des points là où en fait le tour aurait dû faire ça. Et en fait, nos lignes ont séparé des points qui ne devaient pas être séparés. Comment éviter ça? On va faire un lancer de dés. Bernard Chazelle a dit dans son cours inaugural, il a parlé beaucoup de l'importance des dés en algorithmique. On va lancer des dés, donc faire un algorithme probabiliste qui fait une translation aléatoire de la position de départ. De la position de départ de la subdivision. Au lieu de commencer au milieu du carré, on commence en centrant un endroit aléatoire. Puis on fait une verticale, puis une horizontale, des verticales, etc. Avec ça, la position de ces petites lignes bleues, les positions sont aléatoires. Et du coup, il y a très peu de chances qu'on tombe pile au milieu d'un ensemble de points qu'on ne veut pas séparer. Avec ça, on arrive à se débarrasser du pire cas. Et on obtient, voici ce qu'on obtient. Avant, on avait ça. Nos lignes bleues séparaient les points exactement comme il ne fallait pas. Après la translation aléatoire, maintenant, voici de nouveau mes points. La position de mes petits carrés a complètement changé. Et si je résous maintenant optimalement dans ce petit groupe de points, j'obtiens un tour ici qui va de la gauche à la droite du carré, là aussi, là aussi, là aussi. Et après, quand je les connecte avec les petits raccourcis rouge, vert et violet, le tour final que j'obtiens a largeur 2 fois la largeur du carré. Autrement dit, maintenant, j'ai une solution qui est optimale à un petit chouille après, à part les petites valeurs ici, ces petits raccourcis rouge et vert. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, on a remplacé l'analyse en moyenne des données d'entrée, qui étaient des données aléatoires, par des données qui sont le pire cas possible de données d'entrée, ou l'un des pires cas. Mais on ne s'est pas débarrassé de l'hypothèse aléatoire. Simplement, maintenant, elle va dans l'algorithme. Les données d'entrée sont les pires données possibles, mais dans l'algorithme, on lance des dés, on choisit des valeurs aléatoires pour déterminer la translation de départ. Et avec une très grande probabilité, le centre de la translation sera bien placé, et donc on pourra avoir une solution quasi optimale. Et donc maintenant, ce que nous avons, c'est pour tout ensemble de points, une solution quasi optimale en temps raisonnable. La solution que je vous ai présentée, elle utilise des lancers de dés, elle est probabiliste, mais en fait, après coup, on peut s'en débarrasser.
En fait, c'est lancer de dés. Dans le cas de ce problème particulier, il n'est pas essentiel pour l'algorithme, mais il était essentiel pour l'intuition. Pour développer cet algorithme, il fallait penser en termes d'algorithme probabiliste. Quelle est la morale de cet exemple? La morale, c'est que si vous avez un algorithme pour un problème et qu'il marche bien dans le cas moyen, quand vos données d'entrée sont des données moyennes, ça ne vous donne pas forcément un algorithme qui marche dans le pire cas, mais ça peut contenir en germe les idées nécessaires pour un algorithme qui est bon dans le pire cas, qui marche, qui donne une bonne solution en temps raisonnable, même dans le pire cas. Et donc, ça veut dire que si vous voulez attaquer un problème NP difficile, ici j'appelle ça épineux, épineux ça veut dire NP difficile, vous commencez par l'étudier en moyenne. Et après, vous espérez que les idées que vous avez eues pour l'analyse en moyenne seront utiles pour le pire cas. Et avec un peu de chance, ça aide. Voilà, donc c'est le deuxième principe d'attaque d'un problème d'approximation. Alors une dernière petite remarque. Alors j'ai un tout petit peu triché dans l'algorithme. C'est que en fait, dans l'algorithme, je mettais juste un seul passage d'un groupe à un autre. En fait, pour avoir une solution quasi optimale, il faut autoriser à faire quelques passages entre les groupes. Donc entre les paquets, au lieu d'avoir un seul pont qui permet de relier les bouts entre eux, il faut en autoriser quelques-uns, disons un nombre constant. Et avec cette variante, à ce moment-là, on arrive effectivement à avoir une solution quasi optimale. Donc ici, vous voyez par exemple ici, la solution intérieure à ce carré, ce n'est pas un tour, c'est 3 bouts de tour. Chaque bout de tour va d'un portail, d'un passage à un autre. Et les 3 ensemble, à eux 3, visitent tous les points qu'il y a à l'intérieur de cette zone. Donc ça, c'était l'idée des techniques probabilistes. Et c'était un problème de connexion. On essayait de relier des villes avec le coût le plus faible possible. Quel est le contraire des problèmes de connexion? Ce sont les problèmes de déconnexion. Nous avons un réseau avec des objets qui sont connectés. On essaie de les déconnecter. Pourquoi essaie-t-on de déconnecter des objets? Eh bien, l'application de départ, c'est une application militaire. Vous avez un réseau de voies ferrées, disons en Russie par exemple, et vous vous dites, si je veux déconnecter les dépôts des champs de bataille, il faut que je lance des bombes à certains endroits. Quel est le minimum d'endroits à couper pour déconnecter la partie dépôt de la partie front de bataille? C'est comme ça que ça a commencé, l'optimisation combinatoire. C'était le style de motivation de départ. Heureusement, maintenant, on en a d'autres. Et donc, voici une motivation plus informatique. La motivation ici, c'est de comprendre ce dessin, cette image. Donc vous avez une image. Cette image, c'est des pixels. Chaque pixel, il y a un niveau de gris. Et puis, chaque pixel a 4 voisins, 4 autres pixels, où vous avez le niveau de gris du voisin. Et puis, entre les deux, si les deux voisins se ressemblent, s'ils sont très similaires, vous pensez que sans doute que c'est quelque chose d'homogène, c'est le même objet. Et après, vous regardez ça, vous essayez de voir où sont les objets dans cette scène. Imaginez qu'on vous dise, il y a 3 objets. Imaginez même qu'on vous dise, il y a un objet qui est par ici, un objet par là, 4 objets, pardon, ici, et un objet par là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder les connexions de pixel à pixel. Vous allez vous dire,
tous ces sommets ici dans le graphe, ils se ressemblent tous beaucoup. Nous voudrions les garder ensemble. Probablement que c'est la même texture, c'est le même objet. Donc on donne une valeur à chaque arête qui permet de calculer la ressemblance entre les pixels voisins. Et après, sachant que ici, là, là et là, ce sont des objets différents, on essaie de séparer l'image en 4 parties avec des frontières qui sont les moins coûteuses possibles, qui coupent le moins d'arêtes possible, en espérant que ça permettra de trouver la partition de l'image en 4 objets. Donc ici, ça marche. Voici la même chose en maths. Donc votre entrée, c'est un graphe. Vous avez des sommets, c'était les pixels. Vous avez des arêtes, les relations de voisinage. Puis on va dire, pour simplifier, que toutes les arêtes ont poids 1. Et puis vous avez quelques sommets particuliers. Disons, on va se concentrer sur 3 sommets. Donc vous avez 3 sommets dans le graphe où vous savez que c'est 3 objets différents. Un rouge, un vert, un noir. Et maintenant, il s'agit de décomposer les sommets du graphe, partitionner les sommets du graphe en 3 parties, autrement dit avoir un coloriage en 3 couleurs, rouge, vert et noir, de façon à minimiser la longueur des bords, minimiser les arêtes bicolores. Donc voici une partition possible. J'ai coloré tous ces sommets en vert, ceux-là en rouge, ceux-là en noir. Les arêtes bicolores, il y a celle-ci, celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La solution que j'ai dessinée là coupe 12 arêtes. Donc en général, étant donné un graphe, étant donné 3 sommets particuliers du graphe, partitionner les sommets, l'ensemble du graphe en 3 parties en minimisant le nombre d'arêtes entre des parties différentes. Donc ça, c'est le problème de la coupe minimale en 3 parties. Ce problème est NP difficile. Il est NP difficile, donc on ne peut pas, si NP est différent de NP, on ne peut pas le résoudre optimalement en temps polynomial, et donc on va chercher un algorithme d'approximation. On va chercher non pas à avoir exactement le nombre minimum d'arêtes qui coupent, mais à avoir un nombre d'arêtes qui est relativement faible, en erreur relative par rapport au mieux possible. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Eh bien, dans ce cas-là, il y a un très joli algorithme qui fait une interprétation géométrique du problème. Donc voici un point de vue géométrique sur le problème. 3 couleurs, 3 points ABC. 3. 3 en géométrie, ça suggère un triangle. Donc nos 3 points ABC, on va penser à ces points comme étant les sommets d'un triangle. Les autres sommets du graphe, on peut dire, chacun des autres sommets, soit on les colore vert, soit rouge, soit noir. Soit on les met avec A, ou avec B, ou avec C. Soit on les met à un coin de triangle, ou au deuxième, ou au troisième coin. On va être un peu plus généreux, on va les autoriser à aller à l'intérieur du triangle. Donc on va dire, chaque sommet du graphe, on va le mettre dans le triangle, c'est-à-dire que ça va être n'importe quel point de coordonnées x1, x2, x3. Ici, on est en 3 dimensions. 3 parce qu'on veut partitionner en 3 parties, telles que x1 plus x2 plus x3 égale 1, et puis tous les x6 sont supérieurs ou égaux à 0. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, si nos points, on les mettait exactement au coin du triangle, ce qu'on voudrait faire, c'est avoir le moins d'arêtes possibles qui sont bicolores, le moins possible d'arêtes qui vont d'un coin à un autre. Autrement dit, on voudrait minimiser les longueurs de toutes les arêtes qu'on dessine. Toutes les arêtes du graphe, une fois qu'on aura
mis les sommets dans le triangle, si on les met dans les coins, toutes les arêtes, soit elles auront longueur 0 si les deux extrémités de l'arête se retrouvent dans le même coin, soit elles auront longueur 2 si c'est dans deux coins différents du triangle. Enfin 2. Tout dépend comment on calcule les longueurs. Mais là, je le calcule comme dans la norme L1, la somme des valeurs absolues des différences des coordonnées. Donc la distance entre deux coins du triangle, c'est 2. Donc on va essayer de minimiser la longueur des arêtes. Alors, ce qui est bien avec le problème où on met les points non pas dans les coins, les sommets non pas au coin du triangle, mais n'importe où sur le triangle, c'est que ce problème-là, on peut le résoudre en temps polynomial, de manière en temps raisonnable, avec un algorithme efficace. Donc on ne peut pas exactement décider comment minimiser les longueurs des arêtes en disant que chaque sommet de triangle doit être coloré soit rouge, soit vert, soit noir, mais on peut avoir des points colorés bordeaux, marron, au milieu entre rouge et noir par exemple. Donc on autorise des couleurs mélangées, et avec ça, ça veut dire en fait prendre un problème où les variables sont entières, on a soit A, soit B, soit C, des choix discrets, et les remplacer par des variables à valeur réelle. On a le droit de faire des mélanges entre les différentes valeurs. Dès qu'on passe du discret au continu, nos problèmes deviennent beaucoup plus faciles. C'est un peu paradoxal, je sais. Mais, donc on arrive à résoudre ce problème-là de façon optimale, à mettre tous les sommets du graphe sur le triangle de façon à minimiser les longueurs des arêtes du graphe, une fois qu'on les a dessinées sur le triangle. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à prendre cette solution et en déduire une partition du graphe de départ en 3 parties. Donc ça veut dire quoi? Prendre le graphe de départ et couper les sommets en 3 parties. Maintenant qu'on est dans le triangle, on est dans un contexte géométrique, on peut voir ça comme prendre le triangle et le couper en 3 zones. Donc on veut prendre ce triangle et le découper en 3 zones pour couper peu d'arêtes. Peut-être qu'ici, peut-être que la solution, ce serait de faire ça. Par exemple. Peut-être que c'est la meilleure solution possible. Eh bien, en fait, il y a une intuition géométrique dont on peut se convaincre assez facilement, c'est qu'une solution raisonnable pour découper le triangle en 3 zones et essayer d'éviter d'avoir trop d'arêtes, c'est de couper droit. C'est-à-dire que si on fait une découpe compliquée du triangle, bon, avec 3 zones, il faut une 3e coupure, voilà, avec 3 zones, une qui contient le coin A, une le coin B et une le coin C. Si on fait une découpe compliquée, on risque de couper beaucoup d'arêtes. Mais si on fait une coupe simple, une coupe droite, c'est tout court une coupe droite, alors on va en couper beaucoup moins. Alors avec ça, en exploitant cette idée, on peut obtenir une approximation à 9%. C'est-à-dire que si la valeur de l'optimum c'est 100, on aura au maximum 109 arêtes qui seront coupées. Et c'est actuellement le meilleur algorithme possible, la meilleure garantie connue pour ce problème. C'est la meilleure garantie connue, pas possible mais connue. Je vais vous montrer d'ailleurs les coupes. Donc voici mon triangle. Voici donc mes 3 points, A, B, C. Voici une façon de couper court. Allons droit au but. Avec ces 2 coupes, j'ai séparé A, B et C. Séparé le triangle en 3 zones. Bon, mais attendez, il se peut que le graphe se trouve être comme ça, avoir beaucoup d'arêtes ici, et là, et là.
Alors, pour se prémunir de ça, on va aussi autoriser une coupe qui va un peu plus loin. Mais peut-être que le graphe a aussi des arêtes comme ça. Alors, on va aussi s'autoriser à aller un peu plus loin. Là, je suis un peu coincée, donc je vais faire ça. Voilà. Mais peut-être qu'on a ça. Bon, mais vous voyez bien que si on fait ça une dizaine de fois, vous voyez bien que ici, disons que vous avez une dizaine de possibilités, j'en ai dessiné 4 là. Imaginez que vous ayez une dizaine de possibilités. Ben, ça veut dire que en fait, vous ne coupez ici que 10% des arêtes. Sauf s'il y avait une arête qui était très très longue. S'il y avait une arête qui était très très longue, quel que soit l'endroit où vous placez votre coupe, vous êtes presque sûr de la couper, cette arête. Mais si elle est très très longue, de toute façon, on n'a pas le choix. Même l'algorithme optimum, même la solution optimale, puisque le placement est optimum, le placement des points dans le triangle. Même la solution optimale, elle est obligée de payer beaucoup pour cette arête. Et donc c'est ça la clé de la preuve. La clé de la preuve, c'est les arêtes qui sont dessinées et qui sont longues sur le triangle. Vous savez que de toute façon, vous êtes obligé de payer pour les couper, même si vous êtes opt. Les arêtes qui sont courtes, ben, si vous tapez au hasard, vous avez peu de chances de les couper. Bien. Alors récemment, nous avons travaillé sur un problème analogue, mais dans le cas des graphes planaires. Donc si votre graphe, là j'ai présenté l'algorithme que j'ai montré, il marche pour n'importe quel graphe d'entrée. Mais l'application que j'ai montrée avec la boîte de céréales, c'était un graphe planaire, puisque c'était les pixels et la proximité entre pixels. Dans le cas des graphes planaires, on peut concevoir un algorithme différent qui vous permet de trouver une solution non pas à 9%, mais quasi optimale, à 1,00001%. Pardon, 1,00000000001%. Mais l'algorithme est différent. Je ne peux pas vous le présenter. La morale de l'histoire, c'est, à part la partie pensée probabiliste qu'on savait déjà, parce qu'on l'avait déjà appris par l'exemple précédent, c'est qu'il faut chercher une interprétation géométrique des problèmes. À chaque fois que votre problème combinatoire, vous pouvez l'exprimer dans un cadre géométrique, ça vous permet de construire l'intuition pour résoudre le problème. Donc c'est vraiment l'attaque, l'état d'esprit qui a le plus de potentiel actuellement. Bien. Alors maintenant, je vais faire un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Le problème de la coupe maximum. Comment présenter ce problème à des personnes qui ne sont pas forcément algorithmiciens de formation? J'ai vu dans un article de Pansu-Chabanel, j'ai vu un exemple d'application de la coupe maximum qui m'a bien plu. Vous avez invité des gens à dîner. On va être 9 à dîner. Et vous avez 2 tables chez vous. Et c'est une famille, une grande famille. Dans les grandes familles, il y a des gens qui s'entendent, puis il y a des gens qui ne s'entendent pas. Donc les gens qui ne s'entendent pas, ils ne veulent pas manger à la même table. Sinon, ils ne vont pas revenir. Donc, c'est très délicat, les réunions de famille. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de décider qui va s'asseoir à la table du haut et qui va s'asseoir à la table du bas pour
pour que les gens qui ne s'entendent pas soient à des tables différentes. Ça, c'est le problème de la coupe maximum. Une application très concrète, pratique. Voilà. Alors. L'entrée est un graphe. Les personnes sont des sommets du graphe. Les gens qui ne s'entendent pas, c'est des arêtes du graphe. Vous avez deux tables. Donc vous allez mettre ces gens dans deux groupes. Partitionner les sommets du graphe en deux parties. Vous voulez autant que possible que des gens qui ne s'entendent pas soient à des tables différentes. Vous voulez autant que possible que des sommets qui ont une arête entre eux soient dans des parties différentes. Par exemple, ici, si vous mettez ces trois personnes à une table et ces 5 personnes à l'autre table, ah non, c'est pas bon ça. Pardon. Oh là là. Je fais de la pub pour les tablettes. Alors, voilà, on va passer comme ça, hein, quand même. C'est quand même mieux comme ça. Voilà, si on fait comme ça déjà, et puis là aussi, on va passer de l'autre côté, c'est mieux. Voilà. Alors, combien d'arêtes est-ce que j'ai coupé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois. Donc, c'est une partition du graphe en deux parties qui permet de couper 7 arêtes. La valeur de la coupe maximale sur ce graphe, si j'ai bien deviné, c'est 7. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment 7, mais c'est possible que ce soit 7. C'est peut-être un peu plus. Bon, je vous ai donné une motivation en termes de réunion de famille. Il y a aussi une motivation physique. Ça correspond au modèle d'Ising antiferromagnétique. Chaque nœud a un spin, 1 ou moins 1. Hein, cette table-ci ou cette table-là. Et les arêtes, c'est les interactions entre les spins. Et antiferromagnétique, ça veut dire que des nœuds adjacents veulent avoir un spin opposé pour optimiser l'énergie. Et donc, trouver la configuration, le minimum d'énergie, c'est trouver la partition des sommets en deux parties qui coupe un maximum d'arêtes. Donc, voilà le problème. Comment résoudre ce problème? La première solution d'un informaticien qui a un peu l'habitude de l'algorithmique, c'est d'utiliser des dés, des lancers de dés. Autrement dit, si on ne sait pas comment s'y prendre, on commence par faire tout au hasard. Autrement dit, chaque sommet, on lui donne spin 1 ou moins 1, 50-50. Chaque personne, on la place à gauche ou à droite avec même probabilité, indépendamment les uns des autres. Avec ça, vous coupez en moyenne la moitié des arêtes. Parce que si vous considérez n'importe quelle arête du graphe, quand est-ce qu'elle est coupée? Elle est coupée si et seulement si vous avez mis U et V à deux tables différentes. Quelle est la proba que quand vous les placez au hasard, ils soient à deux tables différentes? C'est 50%, une chance sur deux. Donc, chaque arête, on a une chance sur deux de la couper. Donc, grosso modo, dans le graphe, il y a la moitié des arêtes qui sont coupées, et donc vous êtes à 50% de l'optimum. Peut-on mieux faire? Ça, c'était ouvert pendant longtemps, et dans les années 90, il y a une solution
géométrique qui a été proposée pour mieux faire. Géométrique, mais alors tout à l'heure, mon application géométrique, c'était dans R3, en 3 dimensions. Ici, je me place dans Rn. Rn, chaque sommet du graphe, je lui associe un vecteur dans Rn, un vecteur de longueur unité. Donc voici Rn, voici la sphère unité, voici ma base, mes n vecteurs de base, et voici des points sur la sphère unité, des petits points verts. Chaque point correspond à un sommet du graphe de départ. Ou autrement dit, des vecteurs unités. Chaque sommet i du graphe correspond à un vecteur vi. Et puis, si vous avez un sommet j, ça ne marche plus, qui est voisin de i dans le graphe, on peut imaginer, on peut dessiner l'arête du graphe entre vi et vj. Ici. Donc maintenant, ce problème, donc ça va être quoi? Ça va être positionner vos vecteurs v1, v2, vn sur la sphère, de façon à quoi faire? De façon à essayer d'avoir autant que possible 2 paquets avec le maximum d'arêtes qui vont entre les 2 paquets. Donc là, j'ai mis des points en gros en haut à droite, des points en gros en bas à gauche, et comme ça, les arêtes entre des points en haut à droite et des points en haut à gauche, c'est des arêtes longues, c'est des longues arêtes, et donc après, ce sera facile de les couper. Et bien voilà donc le problème que je peux résoudre en temps raisonnable, c'est trouver les placements de ces n vecteurs de façon à maximiser les longueurs des arêtes. Longueur entre guillemets, c'est-à-dire en fait, j'ai le droit d'essayer de maximiser une fonction des produits scalaires des vecteurs. Donc si je regarde le produit scalaire de VI et VJ, si les 2 vecteurs VI et VJ sont coïncides, le produit scalaire vaut 1. S'ils sont diamétralement opposés, le produit scalaire vaut moins 1. Et en général, c'est entre les deux. Donc j'aimerais que, quand il y a une arête dans le graphe, j'aimerais que le produit scalaire qu'il soit diamétralement opposé. Donc que le produit scalaire vaille moins 1. Donc je vais essayer de maximiser la somme sur toutes les arêtes du graphe de 1 moins VI scalaire VJ. Quelque chose qui vaut 0 s'ils sont alignés et 2 s'ils sont diamétralement opposés. Donc ça, par chance, c'est un cas de vector program. C'est quelque chose qu'on sait résoudre en temps polynomial. Donc on peut trouver, étant donné un graphe, le meilleur placement possible des vecteurs pour maximiser cela, sachant que les vecteurs doivent avoir longueur unité. Il ne nous reste plus qu'à trouver une partition des vecteurs en 2 groupes. Et pour ça, comment faire? Comment faire pour essayer de couper le maximum d'arêtes possible? On pourrait imaginer de faire une coupe, je ne sais pas moi, comme ça par exemple. Ici, on a un paquet. Ça va être un paquet. Et puis ça va être le reste. Bon, mon paquet, je risque de ne pas avoir de chance. Alors d'abord, il faut faire simple. Il faut faire simple parce que sinon, on ne va pas savoir analyser. Donc faire simple, ça veut dire quoi? Si on essaie de faire une coupe dans une sphère, c'est faire une calotte glaciaire, couper le long d'un parallèle. Donc, au lieu de faire un truc bizarre comme ça, là, qui va un peu dans tous les sens, je vais faire une coupe comme ça. Une coupe couper la sphère par un plan. Bon, et puis en plus, là, je suis vraiment mal tombée, parce qu'il n'y a aucun sommet d'un côté, tout le monde est de l'autre côté, la valeur de ma coupe, c'est 0. Alors, en fait, si je veux essayer d'attraper beaucoup d'arêtes, ce serait mieux de passer par le milieu. Donc, je vais faire un plan qui passe par le milieu. Je vais couper ma sphère par un plan passant par le centre de la sphère, un hyperplan. Cet hyperplan partitionne la sphère en 2 parties, le dessus, le dessous. Donc les points sur la sphère, il y en a qui sont au-dessus, il y en a qui sont au-dessous. Les sommets du graphe, il y en a qui sont d'un côté, il y en a qui sont de l'autre.
Cela, ça va être les points de spin 1, une partie, une table, et ça va être l'autre table. Et enfin, la dernière chose, c'est que, bon, là, j'ai encore eu de la chance, mais si c'était mal placé, je ne sais pas moi, comme ça par exemple, enfin, je peux imaginer d'avoir une orientation de mon hyperplan pour que ce soit mal placé. Pour éviter ça, je vais faire comme j'avais fait pour le problème des boîtes de céréales et comme j'avais fait pour le voyageur de commerce, c'est-à-dire je vais utiliser des probabilités. Une fois qu'il n'y a plus de solution naturelle, que je ne sais plus comment faire, je fais au hasard. Donc, je fais une coupe de la sphère au hasard par un hyperplan d'orientation aléatoire passant par le centre. Donc, en 2 dimensions, je choisis un angle au hasard et ça va me définir la droite qui coupe le cercle en 2 parties. Voilà. Et avec ça, on obtient une approximation à 87% au lieu de 50%. Ça, c'est un résultat excellent. 87% pour ce problème, c'est le meilleur résultat qu'on connaisse. Et même, on pense que peut-être que c'est le meilleur résultat possible. Alors, il y a des gens qui conjecturent, il existe des gens qui conjecturent que si P est différent de NP, alors on ne peut pas trouver d'approximation à mieux que 87%. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut chercher l'interprétation géométrique, mais en grande dimension. La grande dimension nous donne beaucoup de possibilités. On peut remplacer chaque petit bout de données d'entrée par un vecteur, et chaque petit bout de ce qu'on veut évaluer par des produits scalaires, et chaque petit bout des contraintes qui définissent le problème par des produits scalaires aussi, ou des combinaisons linéaires de produits scalaires. Et avec ça, on a des problèmes qu'on sait résoudre en temps raisonnable. Et le fait d'être en n dimensions nous donne suffisamment de flexibilité pour capturer beaucoup de problèmes d'optimisation. Avec mon ancien étudiant Warren Schudy, nous avons utilisé la même approche pour résoudre un problème de classification, de partitionnement qui s'appelle correlation clustering, où on arrive même à démontrer que sous certaines hypothèses, la solution en n dimensions, c'est une solution exactement optimale. En conclusion, ce domaine de l'algorithmique s'est beaucoup développé à partir surtout des années 90. Vers le milieu des années 90, il y a un livre qui est sorti qui faisait le tour de ce qui était connu à l'époque sur la question, un chapitre écrit par auteur, un auteur différent pour chaque chapitre. Au début des années 2000, on a commencé à voir des techniques qui se distinguaient. Il y a eu un petit livre écrit très concis, arrivant à faire un zoom. Comment dit-on un zoom en français? Un zoom. Un zoom sur chaque technique en montrant par quelques exemples de problèmes comment le résoudre efficacement, approximativement. Ce livre a été traduit en français par Nicolas Chabanel. Et puis, comme il y a eu beaucoup de progrès au cours des années 2000 également, récemment, il y a à peu près 3 ans, il y a un autre livre qui a été publié qui fait la même chose, mais en plus sophistiqué. Et donc, c'est un domaine qui maintenant est arrivé à maturité. Et donc, les techniques utilisées pour résoudre les problèmes d'approximation, c'est des techniques d'arrondi sur l'entrée ou sur la sortie, beaucoup de techniques probabilistes de lancer de dés, et de plus en plus des techniques géométriques, surtout en grande dimension. Voilà. Je vous remercie.